Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui te donne envie de mettre du mouvement dans ta vie pour remettre ta vie en mouvement. Moi, c'est Rosanne et dans ce podcast, je donne la parole à des femmes et des hommes dont le rapport au sport est singulier et dont les histoires inspirantes te donneront envie toi aussi de courir, bouger, agir pour tes propres raisons et aspirations. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec une amie qui m'est chère, Catherine, avec qui j'ai partagé l'année de formation en coaching sportif, donc l'année du BPGEPS Activité de la Forme, et je suis trop contente que Catherine ait accepté mon invitation parce que je sais qu'elle va, son histoire, sa vision de la vie, son parcours va vous apporter plein de clés. Je vais pas faire une introduction trop longue parce que j'en fais déjà une au début de l'épisode, mais très rapidement pour vous donner une idée de la personne que vous allez écouter. Cette femme s'est mise au sport à 30 ans, elle avait déjà 2 enfants, elle s'est reconvertie à 40 ans alors qu'elle avait 3 enfants et maman solo. Voilà, c'est juste une femme formidable. On va parler de son parcours, son histoire avec le sport et de sa reconversion. Je suis sûre que ce sera une très grande source d'inspiration. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et encore merci Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Rosanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie. Dit-elle avec un sourire crispé. Alors, Kat, je suis Kat, du coup, je vais t'appeler Kat. Je suis d'autant plus ravie de te recevoir sur 50 nuances de sport, que voilà, j'ai le plaisir de te compter, de te connaître personnellement et puis de te compter parmi les personnes qui comptent et sur qui on peut compter. Donc, je suis particulièrement heureuse et puis je suis honorée que tu aies accepté, que tu m'aies fait confiance pour cet exercice qui, je sais, n'est pas forcément évident pour toi de prime abord, mais voilà, tu me fais confiance et j'en suis vraiment très touchée et je suis vraiment ravie aussi parce que je sais, pour te connaître, que ton histoire est extrêmement inspirante. Tu es quelqu'un de très inspirant. Voilà, pour remettre dans le contexte, on s'est rencontrés à l'été 2019 lorsqu'on a débuté notre formation BPGEPS Activité de la Forme, donc pour obtenir le diplôme de coach sportif à des moments de nos vies très différents. On a eu l'occasion de partager une année de vie avec une vingtaine d'autres personnes qu'on salue qu'on salue par ailleurs. Mais c'est vrai qu'au-delà de la formation qu'on a partagée dans son contenu avec les tests, les séances d'haltéro, les après-midi révision, c'est ça, les examens, etc. Voilà, on a partagé aussi plus que ça et finalement ce qu'on vivait à côté dans nos vies personnelles. Et voilà, je crois que je t'avais dit, il me semble, lors d'une séance de dips pour préparer des tests blancs en musculation. Je t'avais dit quand tu m'avais un peu parlé de ton histoire et je t'avais dit, bon, de toute façon, 50 nuances de sport, t'y passeras. et c'est aujourd'hui, donc je suis vraiment ravie parce que je sais que ton histoire, ton parcours va beaucoup résonner. Il y a beaucoup d'auditeurs de 50 nuances de sport et d'auditrices qui m'écrivent et qui me disent mais c'est vrai que ça me tente de me reconvertir dans le sport, moi aussi, mais c'est vrai que j'ai une situation familiale, j'ai peut-être des enfants, des responsabilités, un job et un certain nombre peut-être de contraintes qu'on peut considérer comme des contraintes. Et c'est vrai que moi je réponds par rapport à ma propre expérience, mais je sais que toi, tu es arrivé dans cette formation, tu étais, si je ne dis pas de bêtises, maman solo et tu avais donc 3 enfants et que tu as toujours d'ailleurs, dont une en bas âge et voilà, une aussi dans une année assez complexe également et voilà, je suis ravie de te recevoir. Ça fait une longue intro mais j'y tiens. Peut-être pour débuter, est-ce que tu peux justement te présenter, dire ce que tu fais, peut-être quel est le contexte dans lequel on se voit aujourd'hui, quel est ton contexte de vie, puis on débutera ensuite. Voilà, je suis Catherine, j'ai 44 ans, comme tu l'as très bien dit, maman de 3 enfants, d'âge assez réparti, 21, 18 et bientôt 6 ans. On s'est rencontrés, donc, comme tu l'as dit, en formation pour obtenir notre BPGEPS. Et c'est une formation que j'ai suivie moi dans le cadre d'une reconversion en ne quittant pas mon emploi. Je suis de nouveau assistante de direction, donc on se retrouve aujourd'hui
Alors que j'ai repris ma casquette d'assistante, mes petits talons et le petit pantalon. J'ai pas de legging entre nous aujourd'hui. Et en parallèle, l'idée étant effectivement de développer mon activité de coach sportif. C'est pourquoi j'avais pris une année d'éloignement pour préparer cette reconversion. Voilà. Est-ce que le sport a toujours fait partie de ta vie? Alors, absolument pas. Tu parlais d'histoires inspirantes. Alors là, franchement, s'il y a bien un point sur lequel j'espère que ça inspirera mais énormément de personnes, c'est que pour faire du sport, pour l'aimer, pour le pratiquer, et même pour pouvoir le transmettre, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Pour ma part, je n'étais pas du tout sportive et je ne m'y suis mise qu'à mes 30 ans. Parce que j'étais issue d'une famille, j'ai 2 sœurs, j'ai une grande sœur qui était très sportive avec beaucoup de réussite dans le sport et j'étais dans une famille où le sport rimait avec la compétition et la réussite. Donc on partageait des grands moments familiaux à regarder les Jeux Olympiques, le marathon de Paris, ce genre de choses. Mais voilà, il y avait cette idée que le sport ce n'était que pour les meilleurs et j'étais très très loin de faire partie des meilleurs, donc ça s'est ancré en moi comme une idée qui était que comme t'es pas très doué, en fait tu dois pas en faire. Enfin, si t'es pas sûr de monter sur le podium, tu ne prends pas le départ. Donc j'ai grandi avec cette idée-là, avec vraiment une idée très négative, pas du sport mais de moi en tant que pratiquante de sport. Et je ne m'y suis mise que très tard, donc à 30 ans, alors que j'étais déjà maman de 2 enfants qui étaient scolarisés. Et je peux revenir sur l'instant exact où ça m'a pris. Je regardais le magazine de la santé avec un épisode qui parlait de tout ce que le sport peut apporter pour la santé, mais également de toutes les valeurs qu'il transmet. Et j'étais assise sur mon canapé ce jour-là. Mes enfants étaient à l'école et je me suis dit, mais voilà, mais c'est exactement les valeurs que je veux leur transmettre. C'est exactement ce que je veux qu'ils fassent. J'ai envie que mes enfants grandissent bien, en bonne santé, en mettant tout de leur côté. Alors moi, je les emmène chez le médecin, je les soigne quand ils sont malades, je les nourris bien. Mais il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Et je voudrais qu'ils fassent du sport régulièrement et qu'ils en fassent un élément de leur vie aussi évident que de se laver les dents après avoir mangé. Simplement, pour que ce soit une évidence, il faut qu'il y ait un exemple, il faut qu'il y ait un modèle. Et je n'étais pas ce modèle-là, je ne le voyais pas autour de moi. Donc la seule solution était que je le devienne. Donc ce jour-là, dans la minute, j'ai éteint la télé, je suis allée fouiller dans des vieux cartons et j'ai retrouvé une vieille paire de baskets que j'en ai honte, que j'avais depuis le collège. Je les ai chaussées et je me suis dit, voilà, je vais aller courir. C'était pas mon sport de prédilection à ce moment-là. J'aimais beaucoup l'idée d'aller nager, mais avec des jeunes enfants et des horaires de natation, enfin des piscines, c'était pas forcément compatible. Courir, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Donc j'ai enfilé mes baskets et je suis allée courir. Je pense que j'ai tenu 25 ou 30 minutes, ce qui est déjà pas mal pour un début. C'est clair. Mais surtout, je suis revenue en me disant, ah ouais, mais en fait, je peux le faire. Et puis finalement, peu importe. Je pense que le fait de me dire que je le faisais pour les enfants, ça m'a ôté la pression de l'objectif et de la réussite en fait. Ce que je voulais, c'était qu'ils me voient courir, c'était pas qu'ils me voient gagner. Donc à partir du moment où je courais, peu importe que ce soit vite, longtemps ou pas, peu importait. Sauf que je crois que j'étais piquée dès ce jour-là et je me dis ouais bon, 25-30 minutes c'est pas mal, mais une heure ça représente quand même un truc chouette. Toujours mieux. C'est toujours mieux, c'est un bel objectif, mais comment je fais? Et je crois qu'on était voilà, j'ai passé pour la vieille de service. On était au tout début des moteurs de recherche et j'ai dû taper sur Yahoo pour ceux qui s'en souviennent. Comment progresser en course à pied ou quelque chose comme ça, ou peut-être il a fallu écrire course plus A plus pied plus progresser. Et je suis tombée sur une page qui était une page de probablement Jogging International ou un de ces grands magazines qui avait également un forum. Et là, ça a été comme de plonger dans un nouveau monde, en fait. J'ai découvert qu'il y avait des forums, qu'il y avait des gens, plein de gens qui pratiquaient, qu'il y avait des moyens de progresser, qu'il y avait des magazines qui existaient. Enfin bref, que c'était pour tout le monde, en fait. Je voyais des personnes qui débutaient, des personnes qui avaient débuté et qui avaient progressé. Je me suis dit, je tente. Quand je décide de commencer un truc, en général, je vais au bout. Donc, j'ai fouillé, j'ai creusé, j'ai pris toutes les infos et je m'y suis mise. Et j'ai découvert qu'il y avait notamment un 10 km qui se courait, je crois, 2 mois plus tard, dans ma commune.
et qui avait lieu fin octobre, donc pas à la date de mon anniversaire, mais quasiment. Et c'est l'objectif que je me suis fixé. Donc, à partir de là, j'ai couru régulièrement. Et pour revenir à la motivation de départ, donc mes enfants se sont habitués à l'idée de me voir régulièrement chausser mes baskets le soir après le travail et aller courir un peu, parfois attendre qu'il soit couché, que le papa ait pris le relais, ou parfois tôt le matin avant qu'il se lève. Et c'est pour moi devenu une habitude de pratiquer. Pour eux, c'est devenu une habitude de me voir pratiquer. Et au fil des années, la passion est restée, elle s'est amplifiée. Je suis passée du 10 km au semi-marathon. Et puis un beau jour, je me suis dit, mais attends, mais tu te bloques, tu te fixes des barrières, tu n'y crois pas, mais le marathon, c'est un truc qui te fait rêver. En tout cas, les marathoniens, pour moi, étaient des objets de rêve. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que ce serait un rêve et pourquoi pas une réalité? Donc, j'ai encore passé un cran et je me suis préparée. J'ai préparé mon premier marathon. Et j'ai su que j'avais quand même... Ça a pris pas mal d'années, hein, mais j'ai su que j'avais quand même bien avancé sur la voie. Parce que mes enfants me demandaient régulièrement, oui, mais tu veux encore courir? Mais tu veux encore courir? Je leur disais, oui, mais un marathon, ça ne se prépare pas comme ça, en allant juste courir le dimanche. Et puis, je me souviens, mon fils m'avait demandé, mais tu vas courir le marathon de Paris qu'on va voir, nous, à Paris en vrai? Tu seras avec tous ces gens-là? J'avais dit oui. Parce que tu les emmenais déjà. Parce que je les emmenais déjà, parce que c'était déjà pour moi quelque chose de fabuleux et de beau, et que c'était chouette de les emmener, de voir les départs des athlètes handisport, de voir le départ des élites, et puis de voir le départ de la foule et des gens comme nous, de voir toutes les familles qui encourageaient, les familles, les amis, les proches, cette espèce d'union et de puissance de la bienveillance et de l'encouragement. Et je les emmenais pas pour qu'ils voient, regarde celui-là, il court à plus de 20 km/h pendant 2 heures. C'était vraiment pour l'esprit sportif, pour la communion et pour l'idée de partager un grand moment de fête autour du sport, en fait. C'était vraiment ça. Alors, je pense qu'on va vraiment rentrer dans le détail de tes marathons, mais avant, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit, sur ce moment où tu regardais le magazine de la santé et tu parles de valeurs et tu te dis, c'est ça. Quelles ont été les valeurs? Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, quelles sont ces fameuses valeurs que tu voulais leur transmettre? Celle de la persévérance, celle du respect. Il y avait une phrase qui m'avait marquée, notamment sur le rôle de l'arbitre. À savoir que quand, par exemple, on pratique un sport, c'est pas que dans les sports co d'ailleurs, il y a des arbitres aussi parfois dans les sports individuels, mais il y a des règles à respecter. L'arbitre est là pour les faire respecter et il y a des moyens de contestation, mais on respecte la parole de l'arbitre. Après, il y a des voies, j'allais dire officielles et réglementaires pour éventuellement contester, mais on suit les règles, quoi, et on fait bien. L'idée de l'engagement, on démarre quelque chose, on va jusqu'au bout. Je m'engage à participer à telle compétition, je me prépare en conséquence et je donne le meilleur de moi-même jusqu'à la fin. Si c'est un sport collectif, eh bien je suis là pour moi, mais aussi pour les autres. Donc je ne me défausse pas, je ne fais pas semblant. Enfin, voilà, il y avait tout ça, des valeurs humaines et puis le partage, quoi, tout simplement. Le partage parce que on fait un sport avec d'autres personnes ou parce que on partage sa passion, on est guidé par quelque chose en fait, et on suit une voie qu'on se trace, quel que soit la place que ce sport occupe dans notre vie. À partir du moment où on le pratique, on le fait bien. Ouais, ça part d'une envie personnelle. La motivation, elle est, tu dis que c'est quelque chose, d'une envie, et on s'engage presque pour ses rêves. C'est exactement ça. On a envie de quelque chose et on y va franchement, pas sur la pointe des pieds. En prenant son temps, en faisant en fonction de ses capacités. Hein. Je reste sur cette idée que tout n'est pas compétition et podium. Mais justement, de croire en soi avec les moyens qu'on a dans le moment présent. Ouais. Et avec cette notion aussi de respect et de bienveillance. Tout à fait. Tu pouvais déjà le voir. Oui. Ok, donc tu disais 10 km, puis semi, puis marathon. Puis marathon. Alors le premier, c'était quelle année? Le premier, c'était 2013 à Paris. Ok.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Déjà du moment où tu te décides, parce que tu parlais d'un engagement, mais oui, le moment où on s'inscrit au marathon de Paris, ou à n'importe quel marathon. Hein, mais, En fait, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie entre le moment où j'ai commencé à courir et le moment où je me suis décidée pour ce marathon. Ce qui a déjà changé beaucoup de choses, ça a été le fait de boucler ce 10 km, le premier 10 km où je me souviens quand je suis arrivée sur place, sur la ligne de départ, j'ai vu des personnes, notamment des femmes, puisque j'en suis une et que c'est ce qui m'a le plus frappée. Et en les voyant, je me suis dit, elles, c'est bon, c'est plié, elles seront sur le podium, quoi. Et j'ai regardé tout autour de moi et je regardais toutes ces femmes qui avaient l'air d'être super sportives, en tout cas ça correspondait à l'idée que je m'en faisais. Je voyais des groupes, des gens qui étaient en équipe, qui se connaissaient, qui parlaient, qui avaient des dossards de leur équipe, etc. Et moi j'étais là toute seule à me demander mais qu'est-ce que je fais là au milieu de tous ces gens qui ont l'air quasiment de pros ou presque. Et puis en fait une fois le départ donné, j'ai complètement oublié tout ça, quoi. J'étais juste quelqu'un qui court au milieu des autres. Les gens qui étaient sur le bord du chemin, qui encourageaient, m'ont encouragé autant que les autres. Et ça a vraiment produit quelque chose de très fort en moi, dans l'idée que je veux autant que n'importe qui, quoi. Voilà. Et j'étais tellement fière quand j'ai passé la ligne d'arrivée que je crois que ça a fait sauter, rien que là déjà, ça a fait sauter pas mal de barrières. Tu sais lesquelles? Tu saurais dire lesquelles? Je saurais dire lesquelles. Déjà celle du manque de confiance. Et j'étais à l'époque dans une relation qui était toxique pour moi et dont j'avais du mal à tourner la page, en tout cas du mal à sauter le pas de la séparation. Et je crois que d'avoir franchi cette ligne d'arrivée, j'ai eu ce sentiment que, bon sang, mais ce truc que tu pensais que tu serais jamais capable de faire, mais jamais de la vie, enfin... cross, comme beaucoup de personnes qui nous écouteront au cross du collège, j'ai pas fini dernière parce que ma meilleure amie a eu la gentillesse de m'attendre et je pleurais, de passer la ligne d'arrivée après moi. Donc j'étais vraiment pas, j'avais vraiment le sentiment de pas être faite pour ça parce que je n'y croyais pas. Et à partir du moment où j'ai couru ce 10 km, j'avais le sentiment que voilà, ce que je veux, je le fais, quoi. Et puis je suis capable, les moyens, je suis capable et j'y vais. Ouais. Donc voilà, après il y a eu donc le semi, le marathon, le déclic, c'est que je saurais même pas dire, ça faisait des années que je continue de rêver sur l'idée du marathon, mais que je repoussais tout le temps en disant oui, mais il faut que tu te prépares plus, oui, mais il faut, voilà, ça fait pas assez longtemps que tu cours. Et pourtant ça faisait bien 7 ans que je courais. Mais chaque année je me disais oui, mais il faut que tu sois encore un peu plus prête. Oui, mais il faut que tu cours ton 10 km en moins de temps. Enfin, je me trouvais toujours des excuses. Et je crois que c'est probablement sur un forum que j'ai dû voir une personne qui racontait son histoire, qui avait décidé de se mettre à la course à pied et qui 6 mois après courait son premier marathon. Et je me suis dit bon allez, en fait tu te cherches vraiment des excuses. Alors je dis pas que tout le monde peut courir un marathon en 6 mois, mais clairement au bout de 7 ans, je me connaissais, je connaissais mon corps, je savais comment m'entraîner, je savais ce qui fonctionnait pour moi. Il restait plus qu'à me bousculer un petit peu et sortir de mon confort. Donc je me suis inscrite donc au marathon de Paris 2013. J'ai fait une prépa de 3 mois. J'ai couru dans des conditions dans lesquelles j'aurais pas envie de recourir aujourd'hui. Ça a été un hiver hyper froid. J'ai couru dans 10 cm de neige. J'ai couru sur du verglas. Mais chaque sortie, je l'ai faite en me disant t'as pas le choix parce que le jour J, tu sauras que t'as fait ça et qu'il y a aucune raison que ça marche pas. Et le jour J, je me souviens être partie très tôt de chez moi, la peur au ventre, les enfants qui avaient grandi et qui dormaient encore et puis j'ai pris le départ de la course et là, chaque foulée, ça a été du bonheur. Chaque foulée, ça a été de l'émerveillement. Je m'émerveillais en regardant les t-shirts des participants, parce que certains participaient pour des causes, donc je regardais pourquoi ils couraient, je me disais oh, c'est trop bien, la prochaine fois je pourrais faire ça. Je revoyais les différentes nations. Il y a un truc que j'adore faire sur les courses, c'est écouter le rythme des foulées, écouter les bribes de conversation, les bribes d'histoire de tous les gens qui sont là, des coureurs qui s'encouragent entre eux. Et j'ai pas vu le temps passer. Tout ce que je retiens, moi, c'était les mains tendues des petits enfants qui viennent te taper dans la main sur les quais. Et puis ce moment où, peut-être au 39e, où je commence à me dire, en fait, je vais le faire. Pas de mur. Je vais le faire, pas de mur. Je
J'avais fait toute ma prépa avec un syndrome de l'essuie-glace, avec des séances de kiné, ma kiné qui m'avait dit écoute, je pense que tu es capable d'aller au bout, mais la douleur sera là. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est faire en sorte qu'elle se déclenche le plus tard possible. Donc je pense que j'ai dû commencer à avoir mal autour du 33e kilomètre. Mais je m'en fichais, quoi. Enfin, c'était qu'un TFL, quoi. Et j'ai continué, et puis j'ai des images d'un clown qui distribuait des fraises tagada, et je me suis avoir mangé une fraise tagada dans le bois de Boulogne en courant un marathon. Et puis ce 39e où j'ai senti une première vague d'émotions, à me dire en fait ça y est, je vais le faire, et me dire non, ne pleure pas parce que tu pourras plus respirer, et puis ce serait dommage que tu puisses pas finir en fait parce que tu t'étouffes. C'est clair. Donc j'ai réussi à me retenir, et sur le rond-point, le dernier rond-point avant l'arrivée, avant la dernière ligne droite, où en fait on sort du bois où finalement il n'y a pas tant de monde que ça, et tout d'un coup on se retrouve avec de rond-point qui est noir de monde, tous ces gens qui sont partout en train d'applaudir et de crier, et là j'ai dit c'est pas grave, quoi, c'est ton premier marathon, il te reste 195 mètres à faire, pleure si tu dois pleurer. Donc j'ai commencé à pleurer avant l'arrivée, j'ai passé la ligne d'arrivée, et j'ai fait ce qui semble être devenu un rituel, c'est-à-dire que j'ai pleuré dans les bras de la première personne que j'ai croisée. Longtemps. Ouais. Il y a un bénévole qui est venu me demander mais vous avez mal, vous êtes blessé, il y a quelque chose qui va pas. Je dis non, je suis juste heureuse. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là dans ta tête? Ce que je me dis à ce moment-là, je me dis c'est pas fini en fait. Je me dis c'est pas fini. Je me dis la vie s'ouvre à toi, ce que tu as envie de faire, tu le fais. Je t'avais déjà ressenti un peu, mais là c'était tellement décuplé. C'est-à-dire que c'est pas fini, c'était pas juste en termes de course à pied. Non, c'était pas en termes de course à pied, c'était en termes de... Alors j'avais moins de 40 ans, 38, 37, 36. Voilà, 3 enfants. À ce moment-là, que 2 d'ailleurs. 2 enfants, je me reconstruisais après avoir une séparation compliquée, mais j'aurais pu, puis professionnellement j'étais établie, et j'aurais pu penser que voilà, maintenant c'est juste continuer sur ce chemin-là, et qui était plutôt confortable, et en fait non, et en fait puis en fait je me suis rendu compte que ma vie ne fonctionne pas comme ça, qu'à chaque fois que quelque chose est trop confortable, je viens y remettre un peu de ceci, un peu de cela, et tout remélanger. Donc ce marathon, ça a été l'occasion de tout remélanger. Et en l'occurrence, le fait que le travail plutôt confortable dans lequel je me trouvais ne me convenait pas tant que ça. Je parlais tout à l'heure d'une relation toxique sur le plan personnel. Là, c'était un peu toxique sur le plan pro. Et avec cette crainte de, oui, mais alors il y a les enfants, machin, je suis toute seule, je vais pas tout plaquer un CDI, faut que je trouve mieux, comment ça je vais faire? Et là, je me dis, mais je m'en fiche en fait. T'es capable de courir un marathon, oui, c'est pas, comment tu pourrais ne pas être capable de trouver du travail? Ça paraissait tellement... tellement... Tu l'avais ressenti dans ton corps. Ouais, donc, vraiment. Donc ça a été... déjà, la prépa en elle-même m'a mentalement beaucoup occupée. Un premier marathon, ça obsède. On mange marathon, on dort marathon, on vit marathon, et je pense que les personnes autour de nous, un peu pareil aussi. Et voilà, donc à partir de là, j'ai fait le nécessaire, j'ai quitté mon emploi, j'ai très vite retrouvé un autre emploi, celui où je suis aujourd'hui d'ailleurs, et je me suis beaucoup plus épanouie. Et ça a été un moment très fort, ce premier marathon-là. Je l'ai en quelque sorte dans mon esprit dédié à mon fils, parce que c'était lui qui au début me disait mais quoi, un marathon, toi? Jamais. Et c'est lui qui, quand je suis arrivée en fin de marathon un soir, alors que j'arrivais sur les 2 dernières semaines où on lève un peu le pied, et où justement je ne suis pas allée courir en rentrant du travail, je me suis posée sur le canapé, il m'a regardé, il m'a dit tu vas pas courir. Et je me suis dit ok, c'est bon, déjà c'est ancré en eux, c'est normal. Et je le sentais aussi parce qu'ils grandissaient et qu'ils ont eux aussi très vite fait le choix d'une activité sportive et de quel type de sport? Alors mon fils a fait du foot très longtemps. Il a changé depuis peu. Depuis 2-3 ans, il fait de la musculation. Et ma fille, à l'époque, faisait de la gymnastique. Elle a ensuite passé par le volleyball et maintenant fait de l'athlétisme.
Voilà, donc ça, c'était le premier. Alors juste, tu parlais du fait que juste après ton 10 km, bon, il y a eu la fin de cette relation toxique. Après le marathon, il y a eu la fin du travail. En termes de temporalité, ça, est-ce que pour toi, c'est un truc qui switch à l'intérieur de toi et qui du coup te fait voir une autre vision des choses et ça va finalement très vite, c'est-à-dire que combien de temps se passe? Alors c'est marrant parce que pour tout dans ma vie, je mets énormément de temps à réfléchir, à tout peser, le pour, le contre. Oui, j'en ai conscience et c'est ma façon, c'est vraiment ma façon de faire les choses. Et très souvent, quand je parle d'un projet, parfois les gens ont l'impression que je vais très vite, mais c'est parce que j'y ai réfléchi moi en amont pendant très longtemps. Là, entre le 10 km et la séparation, alors, il y a eu des éléments déclencheurs, mais c'était moins de 6 mois. Et entre le marathon et le changement de job, moins de 2 mois, je crois. Ah oui. Il y a vraiment un truc qui se passe où ça déverrouille. Ça déverrouille. C'est vraiment le moment où je passe la ligne d'arrivée, comme quand on débloque un niveau aux jeux vidéo, c'est ça. Tiens, mais c'est bon en fait. C'est bon, j'ai le super pouvoir de tout est possible. Allez, bim. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement tu ressens dans ton corps que t'es allé chercher des choses que finalement le mental second plan. Mais oui, mais il reste toujours en fait des choses à débloquer. Ça reste dans mon cas beaucoup encore sur la question de la confiance. La légitimité aussi peut-être. Tu parlais, c'est marrant, tu dis quand t'as regardé le premier 10 km, il y a des gens qui vont regarder justement tous les gens lambda et c'est vrai que le fait de regarder les gens que tu prends entre guillemets pour des élites justement et cette vision que tu partageais aussi sur le sport quand t'étais jeune qui était finalement réservée aux élites et moi je suis pas élite donc je reste dans mon canapé. Exactement. Et puis le fait de se dire mais pourquoi Rosanne veut que j'intervienne dans 50 minutes de sport alors que je ne suis qu'une petite sportive lambda. C'est ça. Et c'est justement tout l'intérêt de 50 nuances de sport, c'est-à-dire que tu l'incarnes à merveille, à savoir que il y a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour moi je trouve que bref, les plus grandes inspirations sont dans les histoires humaines et dans les histoires de personnes comme toi. Et bref, donc reprenons. Voilà, premier marathon, une histoire personnelle qui se poursuit, un bébé qui arrive 2 ans plus tard, et l'envie de me dire je recours un marathon après, sauf que la grossesse, l'accouchement ont laissé des traces et que je ne peux pas tout de suite recourir, que j'ai des douleurs terribles au niveau du bassin qui font que j'arrive à un moment où je suis désespérée, où je me demande même si je vais pouvoir recourir. Je rencontre des médecins rhumato et autres qui me disent oui mais vous savez vous avez eu un bébé, c'est normal d'avoir mal, point, donc rentrez chez vous et souffrez en silence. Dans le même temps je ne voulais pas non plus ne plus faire de sport, donc je m'étais dit je vais m'inscrire dans un club de triathlon, comme ça le temps que tout le temps où je ne pourrais pas courir je pourrais au moins nager et rouler en étant accompagnée. Sauf que je me suis retrouvée face à mon médecin tout simplement qui m'a dit oui mais vu votre âge et le fait que vous venez d'avoir vous avez un bébé il y a quelques mois, que le triathlon est un sport que je ne connais pas, je ne vais pas vous faire le certificat médical, je veux que vous alliez voir vraiment un médecin du sport qui saura à quoi vous allez être soumise et confrontée. ce que je peux trouver très légitime et finalement il a bien fait de pas s'engager entre guillemets. Voilà, exactement. Sauf que le temps, que j'ai le rendez-vous, le certificat médical, et il y avait plus de place dans le club. Donc je me suis retrouvée doublement frustrée, énervée. Je voulais pouvoir courir, faire du sport et je ne pouvais plus. Donc déjà ça en dit long parce que je suis passée je ne suis pas capable à je veux. Je veux et je n'ai pas. Et puis il y a une salle de sport qui est ouverte à côté de chez moi. Donc je me suis dit je vais m'inscrire. Donc je me suis inscrite. Et j'y suis allée la première fois, cours de fitness, c'était un cours de body sculpt. Le prof était top, mais moi j'étais pas top du tout. Je suis arrivée en faisant la tête. J'ai fait la tête pendant tout le cours en me disant mais qu'est-ce que je fais là ? Mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Mais c'est nul. Je suis enfermée. Faut que je fasse des trucs avec des poids. Et puis je vaux mieux que ça. Et alors là pour le coup c'était vraiment, j'ai manqué d'humilité, mais à un point qu'on ne peut pas imaginer. Dans ma tête c'était je suis capable de courir des marathons. Pourquoi on me fait faire des squats et des machins ? Et puis, on est arrivé à certains exercices où je me suis retrouvée bien bête, c'est-à-dire incapable de faire l'exercice avec de la charge, alors que même
voilà, des femmes qui avaient visiblement une moins bonne condition physique que moi parvenaient très bien, ou des personnes beaucoup plus âgées. Donc ça m'a remise à ma place. Ça, le sport, c'est, je trouve, la meilleure leçon d'humilité. Mais complètement. Donc là, je vais pas dire que j'ai retrouvé le sourire, mais quelque part, j'étais contente en rentrant chez moi parce que j'avais retrouvé un nouveau défi. Et j'avais trouvé un nouveau domaine, entre guillemets, dans lequel je n'étais pas à l'aise et dans lequel j'avais envie de me confronter. Donc j'ai continué à aller à la salle de sport régulièrement, à faire tous les cours jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, j'avais plus mal. Enfin, je m'en suis presque rendu compte par hasard, en fait. Et c'est très simple, hein. J'ai remusclé des muscles qui avaient besoin d'être musclés, retrouvé de la mobilité là où il en fallait. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on dit, les 9 mois pour faire un bébé et 9 mois pour reconstruire son corps. Mais au final, c'est arrivé. J'ai atteint un niveau qui faisait que la salle ne me convenait plus trop. J'avais envie d'être dans une salle avec des adhérents qui avaient voilà. Je serais un petit peu plus challengée. Donc j'ai changé de salle et puis j'ai repris la course, j'ai continué le sport à la salle, le fitness. Et quand, voilà, avec le temps, je me suis dit, voilà, mais c'est quand même magique ce que ça peut faire, le corps, y compris sur le sport, pardon, sur un corps qui ne veut plus, qui ne peut pas. La confiance, une fois de plus, que j'ai retrouvée en progressant dans des nouveaux domaines, en me réappropriant mon corps et en redécouvrant comment il fonctionne, parce que finalement, en courant, en faisant de la course à pied, je m'étais beaucoup renseignée sur les filières énergétiques et comment bien s'entraîner. Anaérobie, tout ça. Beaucoup moins sur mon anatomie. C'était juste, je mets un pied devant l'autre et j'y vais. Là, le fait de pratiquer du fitness, j'étais beaucoup plus sensible à mon fonctionnement, à mon anatomie, comme tu dis, à mes muscles, à mes tendons, à mes ligaments, à qu'est-ce qui se trouve là, à quoi ça sert et comment est-ce que je peux travailler différemment. Hervé, si tu nous entends. Oui, voilà. Spécial dédicace. Et puis petit à petit, c'est venu comme ça. Je crois que l'envie m'est venue avant même de courir mon 3e marathon, mais j'ai le souvenir d'être partie un été, en tout cas d'être partie en vacances chez ma maman qui habite aux Antilles, avec donc mes 3 enfants, dont la toute petite qui était vraiment toute petite, et en me disant tôt le matin, elle sera encore en train de dormir, je pourrais faire du sport et ce sera top, parce qu'après il fera trop chaud. Et en fait non, elle se levait tôt le matin, donc j'ai dû pendant 2 semaines pas faire de sport et ça a été je l'ai pas très bien vécu en fait. Et quand je suis rentrée, j'étais contente. Je me suis dit, tu viens de passer 2 semaines au soleil, aux Antilles, et en fait, t'es contente de rentrer juste parce que tu peux retourner à la salle de sport. Il y a quelque chose. Et puis, je suis revenue ici, dans les bureaux où je travaille. Je me suis assise à mon poste de travail, devant mon ordinateur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, c'est pas ça que t'as envie de faire. C'est pas là que t'as envie d'être en ce moment. Bon, le métier, il est ce qu'il est, tu le connais et tu le fais de ton mieux, mais ça manque de challenge, il manque un truc. Ça manquait de transmission en fait. Et j'ai souvenir de... Donc ce soir-là, je suis allée à m'entraîner et mon ami qui m'attendait à la maison quand je suis rentrée, j'étais encore en tenue de sport, il me regarde, il me dit « Ah, mais en fait, c'est toi la coach !» Et là, dans ma tête, je me suis dit « En fait, c'est peut-être ça, quoi. C'est peut-être ça le truc. » Et on parlait de légitimité, même là, en ayant eu un avis avisé, et en ayant ce petit déclic et cette idée qui a commencé à germer, j'ai mis beaucoup de temps à me dire ouais, peut-être que je pourrais faire ça. Comment est-ce que je peux le faire? J'ai eu besoin d'énormément de validation. Donc moi, j'allais régulièrement à la salle de sport. J'ai été voir des coachs. Je leur ai dit voilà, j'envisage peut-être en mettant plein de pincettes. Enfin bon, je suis pas sûre, mais je me demandais est-ce que... Et à chaque fois, j'ai eu la même réponse, mais oui, mais vas-y, fonce, on te voit, on voit déjà dans ta façon de faire, dans tes placements, dans l'exécution des mouvements, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la technique, de l'ordre de la compréhension du mouvement et de ton corps. Et donc, si en plus, il y a cette envie de transmettre et de partager, n'hésite pas. Mais j'ai dû demander l'avis de 3, 4, 5 personnes qui me voyaient moi dans ma pratique pour commencer à me dire que peut-être. Ouais. Ensuite, j'ai demandé à faire un bilan de compétences auprès de mon employeur. Ça m'a été accepté. Et très vite, en fait, la consultante qui me suivait a compris que
que je venais pas pour essayer de savoir ce que je pourrais faire, mais parce que j'avais une idée derrière la tête que je n'osais pas formuler. Et que t'avais besoin qu'on t'autorise. Et j'ai besoin qu'elle me le fasse dire et que je m'y autorise et qu'elle me fasse voir que j'étais légitime et que finalement, même si j'avais pas eu le niveau que j'avais, il ne tenait qu'à moi de me perfectionner et puis de me former, mais qu'il n'y avait pas d'incompatibilité, de barrière ou d'empêchement, en fait, que ça ne dépendait que de moi et du fait d'oser. T'avais fait que ton premier marathon avant ça ? Alors, à ce moment-là, je pense que c'est à peu près dans la période où je préparais le deuxième. D'accord. Donc en fait, est-ce que teasing, c'est genre tu passes le deuxième et ça y est, révélation ? Parce que j'allais dire qu'il te faut presque un marathon, toi, pour te rendre compte, pour taper tes barrières. Écoute, on reparlera du quatrième si 2021 est favorable. Non mais c'est marrant, enfin je me permets juste c'est fou ce besoin qu'on a de s'autoriser et d'avoir la validation des autres, et aussi parfois ce besoin presque d'aller jusqu'à presque consciemment jusqu'à un gros ras-le-bol, que ce soit dans une relation ou même parfois jusqu'à aller au burn-out, etc. Parce qu'on sait en fait, la réalité c'est que on sait tous ce qu'on a à l'intérieur de nous et ce dont on rêve et ce dont on a envie. Oui. Donc, c'est-à-dire à ce moment-là, tu savais très bien ce dont tu avais envie. Mais alors, on a non seulement besoin que les autres le valident parce que nous, on se l'autorise pas, et on a presque, parfois, il y a des schémas qui sont, il faut presque que j'aille jusqu'à me dégoûter et arriver à une situation où finalement, mon corps me dit stop pour pouvoir m'autoriser. C'est bon, tu peux y aller. C'est bon, tu peux y aller, et maintenant, voilà, t'as vécu le pire, donc tu peux vivre le meilleur, entre guillemets. Oui. Et c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Et donc, finalement, je crois pas que t'es allé jusqu'au burn-out. Non. Un autre schéma, et c'est possible aussi autrement. Ouais. Et oui, j'arrive pas en termes de timing à vraiment me recaler. Je pense que j'ai dû entamer la prépa pour le deuxième, c'est à peu près même période, quoi, c'est assez fou. Je sais plus, premier ou deuxième. Non, le deuxième, on en a parlé. Donc pour le troisième, à peu près au moment où j'ai fini mon bilan de compétences, j'avais choisi un marathon de septembre parce que je voulais changer. J'avais fait 2 fois Paris qui était au printemps. Là, pareil, je me suis préparée toute seule. Alors le deuxième, je crois que tu en as pas parlé. J'ai pas parlé du deuxième ? Je ne crois pas. C'était Paris aussi. C'était celui après la grossesse. Oui. Au moment où justement je pensais ne plus pouvoir courir, et quand enfin j'ai pu de nouveau courir, du coup c'était 2 ans après l'arrivée de bébé. Donc comme ça faisait la boucle. 2 ans, le premier 2 ans avant, le deuxième 2 ans après. Donc Paris de nouveau, les mêmes émotions. Mais le départ avec la certitude que j'irai au bout, là où la première fois il y avait quand même une part de doute parce que on ne sait jamais comment va se terminer un marathon, mais là un peu plus de certitude, et puis de la gratitude énormément pour mon corps qui me permettait de nouveau de courir 42 km 195, et la même émotion au même endroit, le fameux rond-point avant l'arrivée. Les mêmes larmes dans les bras des bénévoles, mais tout pareil, hein, et ce sentiment que de me dire mais c'est incroyable que cette chose, cet événement que tu connais, que tu as déjà vécu, te génère la même force d'émotion, mais avec des nuances différentes, parce que je me dis pas ça y est j'en suis capable, parce que je savais que j'en étais capable, mais c'était ça y est je suis capable de surmonter des épreuves que je n'avais encore pas surmontées, et de se dire finalement dans la vie il y en aura encore d'autres que je ne connaîtrai pas qui vont arriver face à moi, et en fait je serai aussi capable de les surmonter. Le côté c'était pas de la chance, quoi. Non, voilà, c'était pas de la chance, et puis l'envie d'en refaire encore tout plein. Tout plein de marathons. Tout plein de marathons pour moi. Voilà. Ouais, et puis voilà, parce qu'il y avait aussi une petite dernière qui était arrivée entre-temps, puis de me dire j'ai transmis aux 2 grands, et la petite qui a aussi la chance d'avoir un papa très sportif, mais je veux me dire qu'elle aura aussi cette image-là, qu'il n'y a pas que papa qui fait du sport, que le sport c'est pas que pour les hommes, tout ça. Ouais. Maman aussi, elle a ses médailles accrochées à la maison. Ouais. Je pense que j'ai vraiment pensé ça, en fait. Ouais. Cette idée de...
peut être mère. On peut être maman, et enfin, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'avoir toujours fait du sport, que c'est pas une... Enfin, je suis maman, je m'occupe de mes enfants, j'ai d'autres centres d'intérêt par ailleurs, mais je boucle mes marathons. Ouais. Avec le sourire. Ouais. Et donc tu disais, voilà, bon, après ces questionnements plus ou moins en parallèle. Oui. Et le troisième marathon. Alors le troisième marathon, du coup, c'était marathon de Tours, la Loire, en 2000, je ne sais plus, 19. Donc entre-temps, moi j'avais fait ce fameux cheminement et ce bilan de compétences, et j'avais découvert, grâce à la consultante qui m'avait accompagnée, l'existence du CQP Fitness, qui est certificat de qualification professionnelle, qui me permettait de pouvoir exercer et être rémunérée en toute légalité le métier de on va dire coach fitness, pas à temps plein, donc ça me permettait d'exercer, donner des cours en plus de mon travail actuel, donc à ce moment-là ça me correspondait très bien. Ça me permettait d'allier les deux, et je m'étais inscrite en formation, et ma formation débutait le lendemain du marathon. Excellent. C'était pas prévu, mais je m'étais déjà inscrite au marathon, et je me suis dit, tant pis, je me suis inscrite, je le fais. On verra, j'aurai les jambes en compote, j'espère que la première journée, ce sera que de la théorie. Voilà. Et puis, la vie étant ce qu'elle est, j'ai ma fille, donc première fille, deuxième enfant, ma numéro 2, qui a eu des soucis de santé, et jusqu'à la veille du départ, je savais pas si j'allais vraiment courir. En fait, j'avais un train que je devais prendre le samedi matin, que j'ai repoussé jusqu'au samedi après-midi. Elle devait être hospitalisée, j'étais pas très motivée à l'idée de m'absenter pour le week-end, et puis c'est elle qui m'a dit, écoute, ça fait des mois que tu t'entraînes, ça fait des mois que tu te prépares, tu seras absente 2 jours, je serai hospitalisée lundi, tu seras là pour m'accompagner, c'est tout ce qui compte. J'irai passer donc le week-end chez mon papa, et puis vas-y, cours, enfin, tu fais ça pour toi, quoi. Voilà. Donc je l'ai fait. J'y suis allée, j'ai très mal dormi, je me suis couchée très tard, avec une pointe de culpabilité, enfin c'était vraiment très compliqué. Mais une fois sur la ligne de départ, ce que je disais au début, on se démonte pas, on est là, on fait de son mieux. Donc j'ai couru ce marathon avec la même envie, la même détermination que tous les autres, et puis j'ai quand même eu un coup de moins bien autour du 35e. Alors c'était pas physique, c'était vraiment mental, cette idée de mais qu'est-ce que je fais là en fait, enfin pourquoi je suis là, j'ai beaucoup plus important à faire chez moi. En fait, je cours, mais je suis pas obligée de prendre un dossard pour courir. Je pourrais être ailleurs. J'aurais pu aller faire juste mon petit footing du dimanche. Voilà, j'ai commencé à tourner en boucle de façon assez négative. Et puis après, je me suis soumise, attends, mais t'es là parce que tu le fais pour toi, mais parce qu'en plus, on t'a dit de le faire, quoi. Enfin, tu fais le pour elle. Comment tu peux dire à tes enfants de surmonter les épreuves de la vie, les moments où ça va pas pour eux, comment tu peux leur dire de s'accrocher, de pas baisser les bras, si toi tu baisses les bras juste quand il s'agit de courir, alors que c'est un des trucs que tu préfères faire au monde. Enfin, la cohérence. Voilà, il faut être cohérent, quoi. J'aurais pour le coup pas été légitime de lui dire accroche-toi et prends soin de toi si moi je me dégonfle pour faire quelques foulées, pas 3, mais pas 3, mettre un pied devant l'autre et juste courir alors que j'aime ça, quoi. Et ça m'a redonné un coup de tête, et je me souviens que sur la fin, sur les derniers mètres quand même, mais peut-être derniers kilomètres, d'avoir entendu quelqu'un dire au moment où je suis passée, mais t'as vu, on dirait pas qu'elle a couru 41 km, elle a l'air toute fraîche. Et parce que dans ma tête, c'était je fonce, j'y vais, et plus vite j'y arrive, et plus vite je pourrais lui dire mais merci de m'avoir permis de vivre ça, merci de m'avoir permis de vivre, de passer cette ligne. Donc j'ai foncé sur le dernier kilomètre. Et puis je me suis écroulée en larmes dans les bras du premier inconnu qui est passé, parce qu'on ne change pas un rituel qui fonctionne. C'est ça. Et ça a été vraiment très fort. Et là, qu'est-ce que tu dis cette fois-ci ? Et là, je passe la ligne en me disant, en fait, je sais pourquoi j'ai couru ces 3 marathons. Je sais pour qui ils sont, chacun. Je sais. Enfin, là, à ce moment-là, c'était très fort vis-à-vis des enfants. À la fois en me disant que c'est pour eux que j'ai commencé à courir. En me disant, j'ai construit cette famille dans laquelle le sport a de l'importance. Et du coup, ils me permettent de m'organiser pour pouvoir, moi, me faire ce plaisir-là.
parce que ça demande parfois aussi de la compréhension de leur part, parce que je vais m'absenter courir 2 heures un dimanche après-midi, ce genre de choses. Et puis en même temps me dire, ben voilà, en fait, ce sentiment que le premier, je l'avais couru pour mon fils, qui me disait jamais tu y arriveras. Le deuxième pour la petite deuxième qui est arrivée peu de temps avant. Et puis le troisième pour la grande, en me disant vraiment, je l'ai couru pour elle. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, mais le prochain, il sera pour toi. Le prochain, il sera pour toi. Et si jusqu'ici, tu t'es dit, je cours juste pour courir, pour me faire plaisir, parce que c'est possible, pour que les enfants aient un bon modèle, il y a peut-être une part de toi qui a envie de courir pour un chrono, qui se cache derrière cette maman qui donne l'exemple pour ne pas se bousculer plus, pour ne pas vivre peut-être l'échec de ne pas réussir le chrono qu'elle se sera fixé. Et le prochain, il sera pour toi, et tu te fixes un chrono, et tu vas le chercher, et tu te fais mal, et tu oses. Presque affirmer aussi, afficher que je peux aussi faire les choses. Alors ce sera avec les critères que je vais m'imposer, ce sera pour la réussite, même si c'est la réussite que je détermine, mais celui-là, il sera pour la réussite. Pour toi. Oui, pour moi. Puis entre-temps, il s'est passé ce qui s'est passé, tu sais très bien. L'année 2019-2020, faite plein de belles choses, parce que donc je boucle ce marathon, et puis je finis les jambes en bois. Je finis les jambes en bois, et le lendemain matin, donc j'accompagne ma fille à l'hôpital, et ensuite j'enchaîne pour démarrer le CQP. Donc très contente que ça démarre par un petit tour de table où chacun se présente, et je me dis c'est bon, je vais pouvoir souffler. Et puis là, Quentin, si tu nous écoutes, l'après-midi, pratique. Donc, squat. Squat. Et chacun passe à son tour. Donc, on était une vingtaine. Chacun apprend à décompter les temps et à démontrer des exercices aux autres. Et moi, avec le sourire, parce que je veux pas chercher d'excuses. Je veux pas aller voir les professeurs en disant je suis désolée, mais je vais faire un peu à moitié parce que j'ai couru un marathon hier et j'ai mal aux jambes. Donc, j'ai tout fait. Oh là là. Et je suis rentrée, j'étais lessivée. Mais ça a été une semaine intense, parce que il y avait au début une première semaine complète, et ensuite ça s'est fait sur plusieurs mois, sur des week-ends. Et avec la conviction que c'était vraiment là où j'avais envie d'être, que c'était vraiment ce que je voulais faire. Un stage en parallèle que j'ai fait dans une association où j'ai pu donner des cours et vraiment valider cette envie. Et ce souhait de devenir coach. Et puis lorsque la formation s'est terminée et que je suis revenue derrière mon PC avec le diplôme validé, et je me suis dit oui, mais c'était trop peu, c'était pas assez approfondi par rapport à ce que je souhaiterais apprendre, par rapport à ce que je souhaiterais maîtriser. C'était trop peu en termes de temps, c'était trop peu en termes d'échanges. Je veux aller plus loin. C'est combien de temps le CQP? Alors là, j'en avais choisi un qui était étalé sur 5 mois. Donc une première semaine complète, et puis ensuite un week-end par mois. Je dis, oui, je crois que c'était ça. Donc je l'ai fini en mars. Enfin, on a eu les résultats mi-mars. Et puis je me suis mise à réfléchir. Je sais qu'avec le niveau au-dessus, ce serait de passer un BPGEPS. Mais un BPGEPS, c'était m'absenter 1 an de mon travail. Ce serait 1 an de beaucoup de travail. Ça demandait des tests, donc des tests imposés par le ministère du Sport pour pouvoir prétendre postuler à une école, et ensuite des tests imposés par l'école pour être sélectionné, des tests notamment en musculation, en haltérophilie, alors que je n'avais jamais pratiqué. Et voilà, je cogitais une situation personnelle qui faisait aussi que je me demandais, est-ce que je peux me permettre, moi, de m'investir à temps plein 1 an alors que j'ai 3 enfants. Je suis toute seule à la maison. Voilà, plein de réflexions. Et puis un matin, alors que j'en étais justement dans ces réflexions-là, je sors du train pour venir travailler, et je croise Céline, la directrice de l'IMF, de l'Institut des métiers de la forme, où j'avais passé le CQP et où j'envisageais peut-être de passer le BPGEPS. Et elle me demande où j'en suis, et puis là, comme ça, je lui dis, en fait, justement, je me disais que je voudrais passer le BPGEPS. Et c'est sorti tout seul. Et elle me dit, mais c'est très bien, mais est-ce que tu as déjà passé tes TEP, donc les fameux tests ministériels, où tu es déjà inscrite? Et je lui dis, oui, je suis inscrite à telle date.
Alors que c'était pas vrai. Ah, c'est dingue. Mais je passais tous les jours, je repassais sur le site du ministère, du CREPS pour voir les dates, voir combien de classes il restait, stratégiquement combien de temps ça me prendrait pour me préparer, est-ce que j'y arriverais. Et je cogitais, et là, le fait de l'avoir vu et de l'avoir en face de moi, j'ai dit oui, c'est bon, je suis inscrite, je vais les passer. Et je suis arrivée au bureau, je me suis connectée, j'ai lancé mon inscription en 2 minutes top chrono. Ouais. Et puis j'étais lancée dans l'aventure. Je savais pas ça. Ouais. Je pense qu'elle savait pas non plus que j'allais mentir, elle me découvrira peut-être. Et donc après ça, il me restait, on était en mars, il me restait je crois 2 mois et demi pour préparer les tests, 1 mois de plus pour les tests de l'école. Sachant que tu ne faisais pas de musculation à l'époque. Sachant que je ne faisais pas de muscu, donc je m'y suis mise. Il y avait le fameux test d'attraction à passer. Ouais. J'en passais 0, je n'arrivais même pas à décoller les pieds. J'ai acheté une barre de traction, j'ai installé au-dessus de la porte de la cuisine, et puis le deal c'était si tu veux rentrer dans la cuisine, tu tentes ta traction. et puis au fur et à mesure, les pieds ont commencé à décoller, les bras à se plier. J'ai été énormément soutenue par les enfants, mais vraiment énormément. Alors, mon fils qui lui passait les tractions sans problème, envoyait régulièrement des petites vidéos de lui en train d'en faire 10 sur les petits doigts. Passe-moi en ligne, Mais c'était marrant parce que c'était une émulation. Voilà, positive, parfois c'était pour me dire tu vas y arriver, parfois c'était pour me dire quand tu sauras faire ça, tu viendras me voir. Mais ça m'a beaucoup stimulée. Et puis voilà, j'ai passé les tests que j'ai réussi. Ce qui est absolument dingue en 2 mois et demi. Hein. Enfin, moi je trouve ça c'est incroyable. C'est que c'était je commence un truc, je le veux, j'y vais quoi. Une fois qu'il y a le déclic, alors on procrastine pendant X temps, mais alors une fois que c'est bon, c'est débloqué là-haut, là c'est bon. Le mode bulldozer est enclenché. C'est ça. Et puis voilà, le mois suivant, les tests à l'école, qui ont été validés aussi, avec notamment, pour la petite histoire, donc premier jour, ça se faisait sur un week-end, les tests physiques, et le lendemain des entretiens. Et ce souvenir, pendant que j'étais dans la salle d'attente avant de passer mon entretien, de voir passer Rosanne qui sortait tout juste de son... Ah, je me souvenais pas non plus. Qui sortait, elle, de son entretien, c'était assez marrant. Parce que j'ai mémorisé quelques visages et je me souviens qui était là. Et puis voilà, là c'était le début d'une aventure. Entre-temps, j'avais dû monter un dossier pour pouvoir obtenir le financement de ma formation, d'avoir un congé de formation. Donc j'ai eu un employeur qui s'est montré, des managers qui se sont montrés extrêmement compréhensifs et qui en plus de m'autoriser à m'absenter m'ont beaucoup soutenu dans mon projet en me disant on sait que c'est ce que tu veux faire, on sait que ça t'épanouira, vas-y. Et j'ai conscience vraiment que de la chance que j'ai eue à ce niveau-là. J'ai obtenu, après avoir eu les résultats de l'école, je pense que peut-être 3 semaines après, le résultat, la validation du financement de ma formation. Et là, c'était bon, dans ma tête. Ouais, voilà, ça, c'était bon, sûr. C'était à quelques jours, peut-être 2 semaines de la rentrée. J'ai passé des vacances avec l'esprit tranquille. Voilà. Ouais. Puis 5 août 2019. Ah ouais. Premier jour de formation BPGEPS. Ouais. Voilà. Si tu devais résumer cette année, parce que c'est absolument... Enfin, c'est vrai que le BPGEPS, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une des voies possibles pour obtenir le diplôme de coach sportif, et c'est la voie privilégiée lorsque l'on est en reconversion. Et c'est une année c'est pas le type de formation qu'on fait en reconversion où c'est 2 jours par mois, notamment comme le CQP qui était plus adapté à ce contexte-là. Là, c'est un engagement pendant 1 an, et c'est... nous, du coup, on avait les 2 options, donc musculation haltérophilie qui permet de faire du coaching privé, on va dire, du coaching individuel, et cours collectif, donc ce qui représente quand même 20 heures de cours à l'école, 20 heures à l'école, et 15 heures en salle de sport à côté aussi, avec des horaires qui sont pas forcément évident, classiques, c'est ça, et qui sont très différents d'une salle à l'autre. Dans notre promo, on avait de tout. Donc c'est vraiment un engagement physique, moral, en termes de temps, également assez dense. Donc voilà, pour peut-être aussi remettre un peu le contexte, parce que c'est... si je devais résumer en un mot, je dirais intense, à tout point de vue, et puis avec des montagnes russes émotionnelles quasiment au jour le jour. C'est vrai quand j'ai voulu m'engager, c'est pas l'armée, mais quand vraiment j'ai su que je voulais le faire et que j'ai cliqué pour m'inscrire sur les tests,
Alors, ce qui est très drôle, c'est que mon fils est venu me voir un jour en me disant tu sais, j'ai bien réfléchi et je pense que je voudrais être coach sportif. Et je vais dire tu sais quoi, ça tombe bien parce que je passe les tests dans un mois et, et voilà. Et oui, je leur ai demandé, je les ai je vais pas dire que je leur ai demandé leur avis, peut-être que s'ils m'avaient dit non, peut-être que je les aurais écoutés. Mais j'ai informé les enfants. Voilà, que ça va être une année intense, que ça va être que je serai moins disponible mentalement, même si j'essaierai de l'être. D'un point de vue organisationnel pour la maison, ça va vous demander plus d'autonomie parce que effectivement, il y a une partie stage en salle où je serai soumise à des horaires que je ne choisirai pas et qui seront a priori des horaires du soir, parfois assez tardifs. Et ils m'ont dit mais là encore vas-y fonce, c'est ce que tu as envie de faire, on le voit bien de toute façon. C'est génial. C'est évident, on comprend même pas que tu nous poses la question. Si tu nous avais parlé avant, on t'aurait dit de le faire avant. Donc ouais, j'ai eu aussi cet aval là, cette autorisation. Exactement. Mais malgré ça, ouais, l'année a été intense. Alors je l'ai fait en étant maman de 3 enfants, en ayant parfois voilà, on fait 4 heures de step le matin, on va s'entraîner en haltéro après, puis après on a le stage, donc on est à 5 heures à la salle, on donne des cours, et puis le mercredi, ça, on rentre le soir à la maison en se disant je vais me poser, je vais dormir, et là c'est maman, tu peux m'aider pour mon devoir de maths. Ouais. Et on se couche à 2 heures du matin après avoir galéré sur des équations, etc. C'était dur. Alors je précise que j'ai été accompagnée, je vais pas dire aidée parce que c'est pas de l'aide en tant que telle. Le papa de ma petite dernière était très présent et il a pendant un an adapté. En fait, lui s'est adapté à moi pendant un an. On a revu notre organisation à ce moment-là en fonction des jours où j'avais cours, des jours où je pouvais la déposer à l'école ou aller la chercher, etc. Et que pendant un an, à chaque fois qu'il y a eu des contretemps, des cours qui étaient avancés d'1 heure ou des grèves de transport ou des choses, ça me mettait vraiment, moi, dans des situations, ne serait-ce que mentalement compliquées. Il réagissait très vite pour prendre le relais. Mais ça a été fort. Alors, je parle d'intensité, mais pas que dans la difficulté. Parce que moi j'aimais rentrer chez moi et bosser mes cours d'anat et de physio, et puis voir mes enfants venir se poser pour travailler, faire leurs devoirs à côté, parce que là encore j'étais dans l'exemple. C'est-à-dire qu'ils me voyaient travailler et mon fils me regardait faire mes fiches en me disant mais c'est vraiment tout ça qu'il faut faire. Je disais oui, mais si tu veux réussir il faut bosser, mon petit gars. Donc oui, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, et c'est du temps que je passe pas je sais pas, aller voir mes amis. Ça a été une année où j'ai très peu vu mes amis. On s'est planifié des moments spécialement pour ça, moins qu'en temps normal. Mais c'était une année pour moi, en fait, malgré tout. Ça restait malgré tout une année pour moi. Donc ça n'a pas été du sacrifice, ça n'a pas été de la douleur. Ça a été du plaisir, même dans la douleur. Oui, c'est tout est question d'organisation, je dirais, pour tous ceux ou toutes celles qui se poseraient la question. Mais ce que je dis tout le temps, ça peut paraître banal, mais croyez-moi, si je l'ai fait, vous pouvez le faire, quoi. On s'adapte. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des larmes. Mais que des émotions qui valent largement la peine pour soi, pour reprendre un terme que tu aimes bien, pour être aligné entre soi et ce qu'on fait, ce qu'on aime, ses valeurs, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut incarner, là où on veut aller, ce qu'on veut incarner. Pour ses enfants et même pour... Et franchement, oui, même quand j'étais peut-être fatiguée, qu'on me disait mais comment tu fais, mais j'avais envie de dire mais comment vous faites en fait pour continuer sans faire ce qui vous fait vibrer. Vous fait vibrer, voilà. On me dit comment tu fais, mais je fais ce que j'aime en fait. Donc bien sûr que je peux le faire. La base, ça part d'un choix. C'est même ça qu'il faut faire dans la vie. Mais oui, mais c'est pas voilà. Mais c'est pour ça que voilà, qu'il faut des histoires qui démontrent, qui proposent entre guillemets plus que démontrer. Qu'autre chose est possible. Des chemins possibles. Ouais, c'est ça. Qu'autre chose est possible, que ce n'est pas impossible, que ce n'est pas... Je sais plus, il y avait l'une d'entre vous, les auditrices, qui m'écrivait en me disant Rosanne, je veux... j'aimerais me reconvertir moi aussi dans le sport, mais je me dis que je peux pas parce que j'ai des enfants. Et je crois que la question était
était géniale parce qu'elle était est-ce que tu crois que c'est une pensée limitante? Et en fait, la réponse était vraiment dans la question, c'est ça. Mais du coup, c'était intéressant parce que le processus, c'était de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je me raconte? Et oui, on peut trouver mille et une raisons de ne pas vivre ses rêves. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment incarner aussi, et notamment quand on est maman, enfin ce que tu dis, ou même quand on est parent, hein, que ce soit père ou mère, de se dire est-ce que j'ai envie de montrer à mes enfants que la vie c'est un sacrifice permanent pour les autres, ou est-ce que j'ai envie d'incarner, et ça c'est ce que tu as fait, le fait que oui c'est possible, qu'on peut ne pas faire de sport et ensuite courir 3 marathons, qu'on peut finalement se reconvertir à 40 ans et faire quelque chose où dans la promo on avait une moyenne alors on avait des enfants non pas du tout non mais je pense à des personnes pour qui j'ai beaucoup d'amour là en pensant à elles, mais voilà qui avaient 18-20 ans, c'était plus ça. On pense aux mêmes personnes de toute façon, voilà, pour qui énormément de et des personnes entre 25-30 ans et aussi des personnes plus autour de 40 ans et donc c'était aussi, enfin c'était ça qui était absolument génial aussi en termes de richesse, c'est-à-dire on se retrouve dans une année tous à des carrefours de nos vies, ce soit ceux qui avaient 18 ans et qui avaient décidé de ne pas prendre des voies scolaires conventionnelles, ou alors qui étaient en cours de réorientation juste dans leurs études supérieures, des personnes qui comme moi ça faisait 3-5 ans qu'ils avaient vécu quelque chose et qu'ils avaient envie de vivre autre chose, et des personnes qui avaient plus d'années d'expérience, qui avaient des contextes familiaux, je pense aussi à Lise qui avait un bébé en bas âge, Jenny aussi, enfin bref, il y a plein d'exemples et c'est ça qui est extrêmement riche en fait. Et pour les mamans qui se poseraient des questions, je pense qu'on peut dire sans offusquer qui que ce soit que les mamans de la promo s'en sont très très bien tirées. Ah oui. Donc les enfants ne sont vraiment pas un frein si c'est ce que vous avez envie de faire, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est aussi un beau modèle, c'est qu'est-ce qu'on on se raconte beaucoup de choses dans nos têtes, mais il y a aussi après effectivement tu parles beaucoup d'exemples. Qu'est-ce qu'on veut montrer comme possible, et pour ce titre c'est un très bel exemple. Aujourd'hui donc tu es revenu dans ton entreprise, puisque tu étais en congé individuel de formation, comme tu le disais, donc tu as cette possibilité-là pour pouvoir aussi développer ton activité à côté et pouvoir prendre le temps, parce que tu as quand même effectivement cette vie de famille. Aujourd'hui, tu l'imagines comment cette activité de coaching sportif? Tu parlais d'organisation, il me semble qu'il y a aussi ces dimensions-là un petit peu. Moi, mon idée est vraiment d'accompagner des personnes dans... toutes les personnes qui disent je ne peux pas, je n'ai pas le temps, j'ai un contexte personnel ou professionnel ou autre qui est tel que je ne trouve pas le temps de m'organiser pour faire du sport, ou je ne sais pas comment le positionner dans ma vie, ou je n'y crois pas, et être là pour les accompagner à trouver justement l'organisation qui leur convient, peut-être le sport qui leur convient. Et j'ai vraiment... moi, j'ai trouvé ma voie, j'ai eu de la chance, mais comment pratiquer une activité physique, en tout cas, qui soit en lien avec soi-même, avec sa personnalité. Tout le monde n'est pas forcément dans la grande démonstration, dans la performance, et certaines personnes sont plus se tourner vers des pratiques peut-être plus douces ou plus fun. On n'a pas le même objectif en faisant du sport, et mon objectif, ce que j'ai envie de donner, c'est vraiment ce que moi j'ai vécu, à savoir, j'ai envie, mais comment je fais, comment je fais, et j'ai la chance de savoir moi m'organiser, trouver les moyens, et peut-être les personnes aussi qui m'ont permis d'arriver à ça, même si arriver c'est pas le bon mot parce que c'est toujours pas la ligne d'arrivée, mais c'est ce que j'ai envie de pouvoir faire pour d'autres personnes, les accompagner. Je fais un coucou tout particulier à Séverine, que j'ai accompagnée pour préparer son premier semi-marathon, c'est je pense 2 ans maintenant, et c'est marrant parce que ce que j'ai vu en elle, c'était ce que j'avais vu en moi. Longtemps avant, au cours d'une conversation, elle nous avait expliqué qu'elle était dans une famille où il y avait beaucoup de sportifs, et qu'elle n'en parlait pas, mais qu'elle culpabilisait, mais qu'elle se sentait un peu moins à la hauteur que les autres.
et que son rêve ultime, ce serait de courir un semi-marathon. Mais voilà, elle avait là encore utilisé le terme de rêve, et je lui ai dit, mais pourquoi un rêve? En fait, un semi-marathon, ça se court, t'en es capable. Et à l'époque, elle ne courait pas, ou venait tout juste de commencer. Et je lui ai dit, mais un jour, tu courras un semi-marathon. Ah bon, si tu le dis. Hein. Et puis voilà, petit à petit, on s'est mis à courir plus souvent ensemble. Et puis quand j'ai senti qu'elle était prête, et je lui ai dit, mais tu sais, t'en as envie, ça vaudrait le coup de te lancer. Et elle l'a fait, elle l'a superbement bien fait, elle s'est superbement préparée, et elle m'a bluffée. Et puis on a pris le départ ensemble, c'était sur Paris. Je me souviens que je devais être en train de préparer moi, peut-être de préparer les tests, ou tout juste, j'étais à fond dans la muscu, je courais très peu, et je lui ai pas dit, en fait, je vais pas courir les 21 km, parce que je voulais pas lui faire peur. Mais j'ai pris le départ avec elle, et puis au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, je te laisse là, tu finis. Je reste derrière, tu finis. Et c'était trop chouette. Et puis l'arrivée, elle est là, mais c'est tellement... Et c'était plus fort, en fait. J'ai beau avoir pleuré dans les bras de l'inconnu après avoir passé mes lignes d'arrivée de marathon, c'était tellement plus fort de la voir, elle, passer, fière avec sa médaille autour du cou, etc., que ce que je peux ressentir à chaque fois pour moi. Et si je veux accompagner les gens, c'est pas juste pour me dire je veux ressentir du plaisir et du bonheur, mais je veux le voir dans les yeux des autres, en fait. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas, je sais pas moi, même à courir 10 minutes, un jour va y arriver, parce que quelqu'un qui a pour objectif, je ne sais pas moi, de soulever une certaine charge, et qui un jour va y arriver, voir cette lueur, parce qu'elle va au-delà du sport. Et je vais reprendre ce que j'ai dit à Séverine ce jour-là, sur la ligne d'arrivée. Je lui ai dit, maintenant, enfin, c'est marrant parce qu'on pourrait me le dire à moi, parce que je continue de me le dire parfois, mais je t'interdis de croire que tu ne peux pas faire quelque chose. Je te l'interdis. Aujourd'hui, ce que tu as fait, dis-toi que tu peux le reproduire pour n'importe quoi. Tu t'es fixé un objectif, tu as bossé dur. Et me remercie pas, en fait, parce que ce semi-marathon, c'est pas mes jambes qui l'ont couru, ce sont les tiennes. Mais c'est aussi accepter que c'est aussi une vision du monde. Tu parlais en termes de valeurs aussi. Tous ces gens qui sont là, qui sont tous là, qui s'encouragent, etc. On a une vision un peu binaire des choses en se disant, soit on est indépendant et on fait les choses par nous-mêmes et on est super fort, soit on est dépendant. Et en fait, il y a autre chose qui est magique, c'est l'interdépendance, à savoir que d'humain à humain, parce que toi, t'as cru en elle plus qu'elle ne croyait en elle, et tu lui as permis de faire ça, mais c'est elle qui l'a fait de façon totalement... C'est deux êtres indépendants qui finalement... il y a une magie qui se passe, et donc elle, parce qu'elle a réussi à se débloquer ça, parce qu'effectivement, tout seul, on a aussi tendance à se raconter des choses, on n'est pas toujours son meilleur ami, ou en tout cas, on peut être un peu... on peut avoir plusieurs voix dans la tête, et il faut aussi que d'autres personnes, et c'est ça en fait... la magie des interactions humaines saines, je dirais, et plus que saines, finalement bienveillantes, c'est-à-dire qu'elle, à son tour, je pense que c'est un message qu'elle a su transmettre à d'autres personnes. Donc c'est être capable de dire, oui, en fait, je l'ai fait, cette personne a cru en moi plus que je n'ai cru en moi, mais je l'ai fait moi-même, c'est moi qui ai été capable de le courir. Donc, et ça m'a nourrie, et aujourd'hui, j'ai des choses en plus que je peux moi aussi partager et transmettre. Et écoute... on en reparlera, je pense, très vite. Je mettrai tes coordonnées pour toutes les personnes qui ne se pensent pas capables de trouver le temps. Notamment, il y a aussi cette question organisation. Et effectivement, je confirme pour l'avoir côtoyé pendant 1 an. Je pense que il y a tout ce qu'il faut en termes de compétences et surtout de... J'aime pas trop dire savoir-être parce que maintenant ça me paraît un peu bizarre ces termes-là, mais juste d'humanité chez toi. Donc écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Je mettrai tes coordonnées pour toutes les personnes qui ont envie peut-être de se lancer, donc en Ile-de-France, de toute façon, je remettrai tes coordonnées, et puis je pense que ça intéressera aussi peut-être certaines d'entre vous, les auditeurs et auditrices de 50 nuances de sport, d'en savoir un peu plus sur l'aspect vraiment peut-être justement concret de la formation. Donc je verrai ce que je peux mettre en place à ce sujet. Merci encore pour tout ça. Et puis à très vite. À très bientôt.